Do 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 do. 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 Voilà, je voudrais présenter mon vélo que j'appelle Tornado, comme le cheval de Zorro bien sûr. Tornado, vif comme l'éclair. Et voilà, donc c'est un vélo que je voulais depuis longtemps, un vélo électrique, parce que je trouve ça très amusant, très pratique, très économique également. Et en fait, j'ai voulu en premier choisir un vélo avec un pliant. On peut le plier celui-ci, voyez-vous. Hein, voilà. Puis pareil ici. De façon à pouvoir le transporter éventuellement dans un camping-car ou dans le coffre d'une voiture. Deuxième chose, connaissant mon gabarit, 1m90, 130 kg et plus, j'avais besoin d'un vélo très puissant, très très puissant. Alors heureusement que je ne l'ai pas acheté trop tôt, parce qu'en fait des vélos aussi puissants que celui-ci, pour l'instant il y en a très peu. Il est sorti je pense l'été 2024, avec surtout la particularité d'avoir deux moteurs, un moteur à l'arrière, un moteur à l'avant. C'est assez particulier, et quand j'ai vu les essais sur YouTube qui étaient faits par des fans de vélo électrique, de VTT, etc., quand j'ai vu comme ils s'amusaient bien avec cet engin, ils criaient « Waouh, c'est trop puissant, génial !» Je me suis dit que c'était donc l'engin qu'il me fallait. Voilà, avec le côté pliant et le côté puissant. Vous avez vu ce ciel? Oh, dingo! On est le 18 décembre. Alors, je voulais parler aussi du fait que on a le choix en vélo électrique pour l'instant entre les vélos des capteurs de cadence et d'autres qui ont des capteurs de couple. Celui-ci a un capteur de couple, c'est-à-dire qu'en fait, il ressent la pression que l'on met sur le pédalier. Et les capteurs de cadence, eux, détectent la vitesse à laquelle vous pédalez et amènent l'assistance en fonction de la vitesse de pédalage. Mais là, du fait qu'on a un dérailleur, et cette vitesse, la pression, c'est quelque chose qui est très importante, comme sur un vélo ordinaire. Et donc, le détecteur de couple, c'est un plus. Ça permet de donner des accélérations, juste en changeant les rapports et en appuyant de toutes ses forces. Et là, le vélo réagit. On sent bien que, surtout avec les deux roues, quand on fait ça, bourr, on part comme... c'est vraiment un coup de pied aux fesses, des fois. Et ça surprend. J'ai même eu peur au début de me renverser en arrière, des fois. Ouais. Mais bon, maintenant, j'ai un peu mieux l'habitude. Et puis, comme je l'ai réglé comme il faut, je n'ai plus ce genre de surprise. À propos de moteur, donc de pédalier, celui-ci est pas mal. Il y a des petits grips là qui permettent, quand on a les chaussures qui ont pris un peu de boue là, de tenir quand même. Bon, c'est vrai, il y a du grip, c'est métallique, c'est solide. Et moi j'avais très peur que la manivelle, soit moyennement solide. Bon, je pense qu'il y a des normes et que ça doit pouvoir supporter une tonne, mais franchement, des fois, quand j'appuie, j'ai un peu peur. Et puis, quand on fait dans les cailloux des KO, on se met un peu debout sur le vélo, forcément, pour amortir avec les cuisses et améliorer pas prendre de choc, quoi. Faire un peu comme avec un cheval, là. Et donc, en appuyant debout, là, c'est vrai que pendant longtemps, je me disais, pourvu que ça ne casse pas sous mes pieds, parce que là, ça serait vraiment embêtant. Toujours pas de souci de ce côté-là. Puis bon, maintenant, je me suis habitué. En fait, tout est assez costaud. Les garde-boue, par exemple, ils n'ont jamais bougé. Rien du tout. Je les ai même pas resserrés. À l'avant, pourtant, celui-ci, il a pris un choc. Une belle histoire. Une chaîne. J'étais en train d'avancer et donc de filmer avec mes lunettes. Et donc, j'étais comme ça, un peu statique. Et j'avance tout doucement sur un chemin. Et paf, je me prends une chaîne qui vient se glisser là. Bing. Bon, ça l'a tordu un petit poil, mais pas grand-chose. Rien. Bon, bonne fabrication. Et puis, j'ai regardé un peu sur Internet et j'ai vu qu'il soulignait le fait que ce vélo avait été construit très solidement, avec des soudures, par exemple, qui restent visibles. C'est pas inesthétique, parce qu'elles sont bien faites,
Et surtout, ça permet de renforcer, évidemment, hein, de faire plus de métal, et donc un engin bien solide. Et ça aussi, c'est important pour moi. Ah oui, encore une chose. L'effet de moteur, en fait. L'effet de moteur, c'est l'effet 4x4 que l'on a sur une voiture 4x4. Chaque roue est indépendante, et en fait, quand l'une patine, les autres poussent. Ben là, c'est la même chose, hein. Moi, j'ai eu un Lada 4x4 au GPL avec lequel j'ai fait un peu de randonnée de montagne, hein. Et c'est vrai que la sensation du 4x4, c'est vraiment l'impression qu'on peut passer partout. Et ben là, du fait qu'il y ait une roue à l'avant, une roue à l'arrière, évidemment, quand l'une est un peu embourbée, l'autre accroche, etc. Dans les graviers, par exemple, dans les petits raidillons, il y a des pierres, des petits bouts de terre gravillonneuse qui glissent. Et le fait d'avoir un moteur à l'avant, à l'arrière, et ben, on sent que ça tient, quoi. On a 2 fois plus de grippe et de force sur le sol à des endroits différents. Ce qui fait que en cas d'embourbement, etc., il y a toujours l'un des deux qui rattrape l'autre. C'est ça, hein. Ça change quand même beaucoup, hein, d'avoir 2 moteurs. Je remets mes lunettes en route parce qu'elles m'enregistrent là, mais ça a une durée limitée, ce qui fait qu'il faut de temps en temps que je le réappuie pour le faire repartir. Donc, je disais, oui, il y a 2 moteurs sur ce vélo, ça c'est très bien, mais il y a beaucoup de vélos dont le moteur principal et unique se trouve là, au pédalier en fait. Et puis d'autres où c'est dans la roue. Alors, dans la roue, c'est un peu moins facile, peut-être pour en cas de crevaison, parce que c'est plus lourd. Mais déjà, quand on en a 2, hein, on va pas en mettre 2 dans le pédalier. Donc, un devant, un derrière, c'est clair. Bah, finalement, le poids, dans certains cas, enfin moi, je ne trouve pas ça forcément un inconvénient. Dans la mesure où le vélo est capable de tirer son poids et le mien, ça me gêne pas trop qu'il pèse très lourd. Bah, sauf évidemment quand il faut le mettre dans le coffre de la voiture, mais ça arrive exceptionnellement. Et le fait qu'il soit lourd donc et bas, eh bien ça crée effectivement un centre de gravité bien bas. Et moi je trouve que ça rend le vélo beaucoup plus sûr d'être ainsi bien en dessous de moi, et qu'il y ait quand même du poids qui évite, qui chasse, ou même le centre de gravité pour basculer. Voilà, bon, on est 2. Hein. Il prend sa part, et encore plus avec quelqu'un qui pèserait moins de 100 kg. Évidemment, il y avait une question de budget aussi. Je ne pouvais pas mettre une fortune. Et il se trouve que celui-ci, venant directement de Chine, coûte pas cher en fait. Souvent, quand je me balade partout et que j'expose un peu les qualités de ce biclou, ils imaginent tout de suite 3-4 000 euros, voire même plus. Et en fait, non. Le vélo, celui-là, je l'ai acheté 1400 euros, plus la sacoche, et le cordon et le chargeur de la batterie pour recharger le vélo sans enlever la batterie de son cadre. Et puis ici j'ai une prise européenne, ça me permet éventuellement de m'installer pour me charger dans un camping ou sur la place du marché d'un village. Et puis là j'ai mes sacoches qui sont très grandes en fait, profondes, on peut y mettre des vêtements, un gros pique-nique, les courses de la semaine au supermarché. J'y mets aussi mon MacBook Pro, pour partir un peu longtemps. Donc on peut vraiment emmener des bagages. Ici c'est le casque dont je parlais, et sa visière. À l'origine elle était fumée. En fait j'en ai acheté une transparente parce que ça me donnait un air de mouche en fait. Et puis le soir c'était pas bien. Donc j'ai changé, et puis voilà enfin l'excellent antivol à 5 chiffres solide. Là, des outils. Alors là, j'ai un peu complété parce que y a une clé qui a lâché, il manquait une certaine clé Allen, un cutter, voilà. Pour 1600 euros au total. 1600 euros, c'est pas cher par rapport à la qualité. Après, j'ai dû rajouter un peu parce que j'ai changé des choses. On va en parler. Enfin, dans l'immédiat, quand je l'ai reçu, il était pratiquement monté. Il y a eu juste à le déplier, je ne sais plus, 2 bricoles. Et je suis parti directement dessus, faire le tour du quartier. Très content de me rendre compte qu'effectivement, il me convenait bien. Alors après, bon, quand on il est livré bridé, de façon à respecter la réglementation française, qui l'empêche d'apporter assistance au-delà de 25 km à l'heure.
Ouais, bon, je vous cache pas que c'est un peu frustrant et que très vite, je suis allé voir dans le petit logiciel qui est ici, là, dans l'écran, qui disp. Bon, si on allume, on voit que ça, il y a des menus. Et dans les menus, on peut deux choses. Changer le niveau d'assistance, c'est-à-dire ne pas s'arrêter à 25 mais aller à 32 par exemple, comme aux États-Unis, ou au-delà. Et c'est la vitesse à laquelle l'assistance s'arrête. Hein, d'accord ? Ça n'empêche pas d'aller plus vite, mais surtout dans les descentes. Mais voilà. Il y avait une autre chose aussi, c'est que quand il est livré avec juste l'assistance au pédalage. Mais il y a une poignée ici. J'appelle ça la gâchette. Enfin, une poignée d'accélérateur en fait. Et si on va dans les menus, on peut faire fonctionner le vélo uniquement avec la gâchette. Bon, là, ça devient une mobilette, on ne pédale plus. Ou avec que le pédalier, mais c'est pas la même chose, on en reparlera. Ou avec les deux. Et alors, avec les deux, c'est la solution idéale parce que ça permet toute la souplesse des moteurs électriques. Ici, on a des boutons. Ici, c'est pour rajouter du niveau d'assistance, 1, 2, 3, 4, 5. Ou sélectionner un moteur. Le deuxième moteur, ça va tout changer. Ah, voilà. Hop, 14. Voilà, ici le klaxon. Ici, le phare. Très puissant, entre parenthèses. Les clignotants. Ah ouais, il y a des clignotants. Ouais, regardez. Clignotant. Et méta enregistre. Clignotant ici. On les voit là. Oui. Clignotant là. Et d'ailleurs, c'est aussi des feux stop. Hein. Quand on freine, ils s'allument derrière. Bon, comme une moto en fait. Et la batterie est ici, à l'intérieur. Là, on verra ça plus tard. Il y a tellement de choses à raconter. Alors, il n'est plus très propre. Hein. Il faut dire que j'ai déjà fait 2500 km, presque 2500 km avec. Donc, mon avis sur ce vélo, c'est un avis expérimenté. 2500 km avec mon poids, je peux dire que c'est déjà beau qu'elle soit là. Je pense qu'il ira beaucoup plus loin, hein, parce que pour l'instant, pas de signe de faiblesse. Enfin, il a fallu quand même que je corrige quelques trucs pour l'adapter à ma taille. Alors, une chose qui est surprenante, c'est... bon, il y a une hauteur aussi, une garde-sol assez importante, hein, qui permet de faire du radada dans les cailloux. Mais du coup, je trouve bizarre, parce que c'est un vélo qui est vraiment conçu pour les très grands, et pourtant qui n'a pas été vraiment installé pour. Je veux dire par là, par exemple, il y a des réglages ici de la hauteur de la selle. Alors c'est assez comique, parce qu'ils ont mis des petites crans ici, là, papapapap, mais en fait, si vous les utilisez, c'est que vous mesurez 2,50 m, ou 3 mètres. Regardez. Bon. Donc moi, j'ai été obligé de refaire des traits là au crayon pour savoir comment j'en avais la meilleure hauteur pour moi. Voilà, c'est 3 crans ici. Et alors ça dépend, hein. Ça dépend si on est sur la route ou si on fait du VTT dans les chemins. Sur la route, on a intérêt à avoir la hauteur, une grande enjambée qui permet de bien déplier sa jambe et de faire plus de vitesse, enfin d'être plus à l'aise. Par contre, quand on fait des petits chemins, on a besoin d'équilibre surtout et de pouvoir éventuellement poser les pieds au sol. Et là, je redescends en général de 1,5 cran, enfin mes crans et demi à moi, de façon à être plus en sécurité en fait, et plus agile, plus adroit. Mais l'avoir très haut aussi, ben, ça permet de faire des kilomètres sans trop se fatiguer. Et j'ai fait en 100 jours, hein, en 3 mois, 2500 km, donc faites le calcul, hein, ça fait tous les jours 25 et bon, certains jours 40, 50. Donc pour faire des randos comme ça, il faut être bien confort, bien à l'aise. Alors c'est pour ça que j'ai été obligé de faire quelques adaptations. Alors en particulier, j'ai changé la selle. Je vous montrerai quelle était l'ancienne, elle était très bien, hein. Mais moi j'ai 68 ans et les os sans doute moins solides que quand j'étais plus jeune.
Si bien que j'ai un peu peur de fracture, et donc les ischions hein, en bas des fesses, là, c'est fragile, et si jamais ça pète, ça doit pas être drôle. Donc, je me suis dit, on va changer de selle, on va prendre le top. Alors bon, là, je suis allé chez Decathlon, ils m'ont mis la selle qu'ils appellent canapé. Ouais, c'est vrai qu'elle est large et très confortable. En fait, c'est un bloc de gel, de mousse. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'endroit plus ferme, si bien que ça s'adapte vraiment au mouvement. Bon, on voit des selles sur YouTube avec 2 parties comme ça qui suivent les fesses en faisant ça. Bon, ça semble pas mal, mais j'ai pas essayé. En tout cas, là, ça fait un peu le même effet. Parce que d'ailleurs, en chauffant, hein, en faisant des kilomètres, on sent qu'elle est de plus en plus molle, c'est pas le mot, mais en tout cas, ça suit vraiment les mouvements et on a vraiment un confort impeccable. On peut faire 50 km. Autre chose, donc je disais, il a été conçu ce vélo pour des gens petits ou pour des grands, je ne sais pas. En tout cas, si c'est pour des grands, en dehors de ça qui va pas, enfin, je veux dire, c'est juste une question de graduation, hein, après ils ont qu'à le changer. L'autre problème qui est plus sérieux, c'est le guidon ici. Parce que je l'ai changé aussi. J'ai changé le guidon. J'en ai pris un avec une courbe plus profonde ici, qui permet de protéger mieux l'écran quand on retourne le vélo pour changer les pneus. Et surtout de permettre d'avancer vers moi. Parce qu'il y a beaucoup de gens pour qui le vélo c'est penché en avant. Hein, comme ça. Moi c'est vraiment droit, debout. J'aime bien comme ça. Ça permet de se reposer, de varier les positions, faire ci, faire ça. Et donc quand on est sur des longues distances, on ne peut pas rester toujours courbé en avant, je trouve. Enfin, chacun son confort, hein, mais moi j'ai envie d'être droit. Et je peux me pencher évidemment, il suffit de faire ça. Mais quand j'avais l'ancien guidon, si je voulais me mettre droit, je touchais ici, quoi, au bout des doigts. Et bon, au bout d'un moment, c'est pas une position très ferme, d'une part, et puis c'était un peu le maximum. Alors que là, donc, en mettant un guidon avec cette courbe-là plus profonde, j'ai pu ramener tout ça vers moi. Et du coup, je suis bien plus en position droite, si j'ai besoin. Donc voilà, c'est une question de confort et d'habitude, mais en tout cas, ça, j'ai trouvé ça vraiment génial de le changer. Alors bon, 60 €. Et la selle aussi, 30 €. Donc ça rajoute 100 €. Ah oui, il y a eu autre chose aussi. Ce panier là, bon il tient pas en fait. Et du coup, il te frappe il ne cesse de taper sur... Bah, d'ailleurs, on le voit dans toutes les vidéos qui ont été faites sur ce vélo. Ça tape ici. Donc j'ai fait faire une pièce, on la regardera ici, voilà. J'ai fait faire une barre de métal ici. Et maintenant, il est 10 cm plus haut, à peu près. 7-8 cm plus haut. Donc maintenant il ne tape plus, mon phare ne va plus de travers, j'ai pas besoin de le resserrer tout le temps. Ça par contre, bon, je vais finir par le souder ou je ne sais pas. Ouais, bon, ça c'est parce que c'est une adaptation maison. Autre chose, la selle aussi. Ici il y a un mécanisme là qui permet de la pencher comme ça. Et du coup, moi j'ai une position idéale évidemment, comme tout le monde. Et quand on passe dans des endroits un peu durs, ça peut taper et tac, le cran saute. Alors du coup, il faut que je m'arrête, il faut que je dévisse, que je le remette au bon cran, que je le resserre. Et à force de le faire 3, 4, 5 fois, on sent que ça devenait de plus en plus facile à riper. Donc je m'étais dit, ça, il va falloir faire une soudure ici. Mais en réalité, j'ai remonté ma selle avec du Loctite. On voit les traces là. Mais c'est très efficace quand on serre bien. Du coup, ça fait comme un frein-filet, comme on dit en mécanique. Un Loctite, quoi. Et du coup, ça ne bouge plus du tout. Alors là, je suis très content parce que je m'attendais à ce que ça tienne, 100 km et puis que ça recommence. Bah, pas du tout, ça fait peut-être 500 km maintenant que j'ai fait cette modification. Et ça tient super bien. Mieux qu'avant, hein, puisqu'avant, ça avait tendance à riper de temps en temps dans les gros trous, mais là, pour le coup, non. Il est sale, hein. Mais bon, il a vécu, et puis je suis allé dans des endroits bien boueux. Ah, c'est un inconvénient. Alors, la clé est ici, c'est rigolo. Bon, pourquoi pas, hein, ça tient très bien, il n'y a pas de souci. Sauf que quand on prend la gadoue,
Ça, il y a de la terre dessus. Bon, c'est pas grave ça, hein, c'est pas gênant. Mais du coup, il faut mieux avoir un porte-clés qui se lave. Voilà. Et les clés de la maison, bah voilà. Il faut les nettoyer avant de les mettre dans la serrure. Bon, c'est rien ça. C'est quand il y a de la boue. L'été, c'est pas un problème. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de bien sur ce vélo? Ah ouais, il est super bien amorti, hein, devant, derrière. Alors évidemment, pour moi, c'est hyper important. Avec les kilomètres que je fais, ce cylindre-là, il aurait un peu tendance à s'affaiblir petit à petit. C'est normal pour un amortisseur. Et si je le change, je prendrai un poil plus fort. En fait, il y a des gammes, on peut avoir plus ou moins résistant. Et vu mon poids, une fois de plus, et ben là, je pense que si je le change, c'est pas pressé, hein, mais si un jour je le fais, et ben je mettrai un peu plus dur. Voilà. Mais bon, ça, franchement, pour quelqu'un qui pèse moins de 100 kg, c'est un problème qui n'existe pas, hein, qui ne me concerne que moi. Oui, le sac qui était fourni ici, là. Bon, bah les coutures se sont vite déchirées, hein. Donc, j'ai tout passé à l'époxy. Ah, c'est pas très propre, mais c'est incassable maintenant. Oui, j'ai réparé ça. Et maintenant, ça tiendra éternellement, hein. Ça serait bête de le changer dès qu'il est en panne, parce que c'est pratique quand même. Ce que j'ai changé également, c'est les chambres à air. Parce que quand j'ai acheté le vélo, il avait des chambres à air d'origine. Et bon, elles ont lâché. Au bout de 400 km, j'ai commencé à faire des crevaisons. Du coup, j'en ai acheté des belles, plus chères, beaucoup plus lourdes, comparativement, mais avec un système d'auto-réparation qui fait que, eh ben, depuis 2000 km, j'en ai pas eu d'autres, des crevaisons. Donc, ça valait le coup de le faire. Il me manque quelque chose. Ah oui, ça aussi, j'en ai déjà parlé sur la route, mais ouais, j'ai acheté un vrai rétroviseur. Avant, il y en avait deux qui étaient offerts, on va dire, hein, mais pour faire joli, ça ne sert à rien. Donc ça, c'est un rétroviseur de moto que j'ai acheté dans un magasin de moto, 20 € supplémentaires. 20, voilà, 60, bon, on en est à 120, 130 de plus, hein, avec les chambres à air changées et tout ça. Mais au moins là, depuis 2000 km, 2500 bientôt, eh ben, il fonctionne, impeccable, confort. Il passe partout, c'est un vrai tapis volant, quoi. Voilà. Bon, c'est un vélo extraordinaire, hein. On ne peut pas dire le contraire, il est extraordinaire. Ah oui, dans les avantages, il y a le freinage. Bon, le freinage, ce sont des freins à disque. Freins à disque à l'avant, à l'arrière, et hydraulique. Donc là, il y a vraiment une sécurité, une puissance de freinage, comme sur une voiture en fait, hein, comme sur une moto. Et on se sent vraiment en sécurité, ça c'est hyper important. Quand je dis c'est hyper important, c'est que 130 kg plus un vélo équipé avec tout son petit attirail, 50 de plus, ça fait 180 kg. Et bien 180 kg dans les descentes, il faut les arrêter. Et ça marche super bien. Voilà, donc une fois customisé, à ma taille et dans les conditions de circulation que je veux avoir, c'est-à-dire tout terrain, partout, vite et lentement, enfin partout, et ben il me fallait tout ça. Mais après, formidable. Surtout à ce prix-là, je rappelle, 1400 € plus les accessoires, on en est à 1700, 1800, à tout compris. Et puis, en fait, moi, au départ, évidemment, j'ai beaucoup roulé en voiture toute ma vie, et même en fourgon, beaucoup. Au total, j'ai dû faire 2 millions de kilomètres dans ma vie. Et quelque part, à 68 ans, là, un écœurement de la bagnole. Enfin, je m'en sers quand on m'emmène, hein, mais j'avais pas envie d'acheter une voiture pour ma retraite. J'avais envie d'un véhicule facile, qui soit bon pour la santé aussi, et qui passe partout, et qui coûte rien, parce que bon, pas de carte grise, évidemment. Et puis l'entretien, bah voilà, un jeu de pneus, c'est 60 €. Les freins, j'ai pas encore changé, mais ça va être 50 € aussi. Bon, pas beaucoup. Et puis surtout, au kilomètre, quoi. Au kilomètre, eh bien, j'ai calculé que je faisais une recharge tous les 45 km. La recharge, elle fait 1 kW, un peu moins.
Donc grosso modo, on est à 52 centimes au 100 km. 52 centimes. Je peux monter à Paris pour 6 € quoi. Plus l'hôtel. Et puis il ne faut pas être pressé. Mais bon, avec un vélo confortable et bien équipé, on peut rouler sur des routes de toutes sortes et aller assez vite quand même. Moi, on le verra dans d'autres vidéos, j'ai fait un aller-retour à Montricou de Lautrec, ça faisait 90 km aller, 90 km retour sur 2 jours, avec un arrêt à midi pour recharger la batterie, hein, parce qu'il faudrait soit avoir 2 batteries, soit il faut s'arrêter dans un restaurant et puis recharger. Quand j'arrive dans un endroit comme ça, je dis voilà, je viens manger chez vous et puis est-ce que vous auriez pour mon cheval du picotin? Les gens comprennent tout de suite qu'il s'agit d'électricité. Et donc on trouve une prise et puis on repart pour 50 km d'autonomie. C'est la moyenne pour moi. Si c'est pour quelqu'un de plus léger, je pense qu'on peut compter sur 60-70. Et ça, c'est dans des conditions où je garde du confort, quoi. Oui, je peux diminuer l'assistance si je veux faire un peu plus de sport et forcément, j'aurai un peu plus d'autonomie. C'est un vélo qui n'est pas facile de voler. D'une part, il a des clés, un peu comme des clés de voiture. D'autre part, il a un petit bouton qu'il faut allumer ici. C'est-à-dire que même si je laisse les clés et que je vais chercher du pain, ici, l'écran est éteint et il faut appuyer sur ce bouton-là avant de repartir, donc quand on ne le sait pas. Et puis, c'est un vélo qui est pucé. C'est-à-dire que dedans, il y a une puce GPS qui permet de savoir où il est. Et il y a une application qui est fournie avec le vélo qui s'appelle Kidisp et qui permet de faire des itinéraires, d'enregistrer ses randonnées, de voir d'autres gens qui se promènent avec ce vélo ou un vélo de la même marque dans les environs. Et puis c'est aussi par cette application qu'on peut savoir où se trouve le vélo, qu'il est repéré par satellite et qu'on peut le retrouver si besoin. Intéressant quand même ça aussi, dans les atouts. Mais maintenant, les nouveaux vélos qui sortent, c'est avec l'empreinte digitale. C'est-à-dire que pour le démarrer, il faut faire ça. Et vous pouvez rouler avec, mais si ce n'est pas votre doigt, le vélo ne roule pas. Ce qui est encore mieux. À quand la reconnaissance faciale, ça devrait se faire très très vite également. Ah oui, tiens. Pour changer la batterie, c'est intéressant de le voir quand même. Voilà. Hop. Bon là, je dois dire, il y a un coup à prendre. Hein. Il y a un coup à prendre. Au début, c'était pas évident. Donc, il faut d'abord bien enlever la clé. Ensuite, ouvrir ici. Et là, il faut briser le cadre. Et il y a une petite... voilà, on peut le sortir. Voilà. Hop, on la met un peu loin parce que quand on remet ça, il ne faudrait pas la bousculer. Les batteries souffrent quand elles sont cognées, c'est ce qui les rend dangereuses. Donc il faut être très précautionneux. Et pour c'est lourd quand même, hein, 4,5 kg. Et pour la remettre, on ne peut pas se tromper. Hein. Ça ne peut pas marcher comme ça ne rentre pas. C'est détrompé. Voilà. Et bon, ça se fait assez facilement. Ici, quand on referme, il faut quand même bien faire attention à ce que ça ne soit pas sorti comme ça, à moitié, parce qu'on risquerait de briser les contacts. Donc, on le rentre bien. Et puis là, hop, hop, ça va tout seul. Hein. Ça va tout seul. Bon, c'est un coup à prendre au début. On a l'impression qu'on va tomber avec le vélo. Mais maintenant, ça va tout seul. Pour la batterie, évidemment, on peut l'enlever et la recharger chez soi ou dans un restaurant. Mais évidemment, on peut aussi brancher le chargeur ici sur cette petite prise, là, ce qui permet de recharger le vélo dans son garage sans avoir à le déplier. Voilà. Alors je ferai une vidéo plus tard, bientôt, pour le changement des freins et pour le changement des pneus aussi. Je vous raconterai comment j'ai eu quelques soucis pour desserrer les boulons à l'arrière la première fois. En usine, ça a été serré tellement fort que j'ai cassé la clé qui était fournie avec le vélo et que j'ai été obligé d'aller dans un garage desserrer à la clé dynamo. Donc si ça vous arrive sur le bord du chemin la première fois, pas moyen. Et c'est pour ça que on fera une petite vidéo sur le changement de
de pneus pour rappeler qu'une des premières choses à faire avec ce vélo, c'est d'aller au garage, le desserrer et le resserrer, de façon à pouvoir le faire après. Voilà, sinon, hein, frein hydraulique, frein à disque, garde-boue, clignotant, feu arrière, phare avant, phare arrière, très puissant. Au départ, une selle qui est bonne, mais bon, voilà. 7 vitesses, complètement suspendu avant-arrière, pliant, autonomie 20 ampères, 20 ampères en 48 volts, 2 moteurs, c'est surtout ça. Donc, voilà. Vous en voulez un? Eh bien, je vous comprends. Voilà. Moi aussi, j'en voulais un, et je dois dire, c'est un mode de vie aussi. Hein. Je pense que, d'abord, comme je vous le disais, pour la santé, c'est pas mal, hein, ça va faire du bien. Et puis, des économies, et puis le plaisir de se balader dans ce magnifique paysage, avec le vent, et d'entendre, de voir les animaux de près aussi. Ça, c'est une chose qui est formidable. Hein. Comme le vélo ne fait pas de bruit, on s'approche assez vite de la faune. J'ai failli rouler sur un écureuil il y a quelques jours, tellement il était prêt. Enfin voilà, un vrai grand plaisir. Ces moteurs, en fait, aujourd'hui, c'est principalement les Allemands, Bosch, et puis les Japonais, Shimano, Yamaha, Panasonic, qui font des moteurs de vélo. Il y a une entreprise chinoise, Bafang, qui en fait un peu. Bon, je parle de moteurs centraux, parce que la tendance, c'est quand même le moteur central. Et qui se développe, et il y a une entreprise chinoise qui s'appelle DJI. DJI, là, je les ai mis là, ouais. Qui font des drones. Ah bah ouais, c'est mon drone ça. Qui font des drones, et donc des moteurs électriques, et donc des batteries. Ils sont assez performants, parce que pour faire voler un drone avec des tout petits moteurs qui pèsent 15 grammes, qui ne s'usent pas, qui tournent à 20 000 tours minute, et qui ne semblent vraiment fiables, c'est vraiment des conceptions qui n'ont rien à voir avec le rotor, stator, les bobinages de cuivre et tout ça. Ça se passe maintenant avec des éléments, c'est des sans frottement. Donc cette avance technologique dans le drone, DJI a eu envie de le mettre dans la création d'un moteur électrique qui profite de leur expertise en moteur et en batterie. Et des batteries pour les drones, c'est pareil, c'est des batteries à haute densité, parce qu'il faut, sur un tout petit poids, il faut tenir un vol de 7-8 minutes. Et là encore, c'est une expertise que de faire des batteries à grande densité énergétique et des moteurs légers et puissants. Donc, ils se sont lancés là-dedans. Donc, on va avoir arrivé maintenant beaucoup de vélos avec un moteur DJI. Et bon, ben, on peut penser que ça va être encore un changement assez radical dans nos objets. C'est-à-dire qu'en Chine, certes, ils ont un peu copié, beaucoup même, et puis après, ils ont développé et ils rendent les objets que nous avons peut-être quelquefois initiés, ils les rendent un peu parfaits. Tout ce que nous, on n'a pas réussi à finaliser, quoi. Prenons les voitures, par exemple. Bon, en France, si une voiture tombe dans une rivière, elle coule, c'est réglementaire. Voilà, donc on connaît des gens qui se sont noyés dans leur voiture, moi j'en connais en tout cas. Et en Chine, les voitures ont été conçues, sans doute à coup de réglementation aussi, pour ne pas pouvoir couler dans l'eau en moins d'une demi-heure. Voilà, c'est un exemple, mais c'est pour montrer qu'en matière de technologie, bien souvent, ils partent de ce qui a été inventé chez nous, quoique aujourd'hui, quand on regarde les brevets, ils en développent beaucoup plus que nous. 10 fois plus. Mais au final, quand même, une fois qu'ils ont pris un objet en main, par exemple le vélo électrique, parce qu'en fait, pour l'instant, en termes de marché intérieur chinois, c'est pas encore très développé. Par contre, les vélos électriques, ils les fabriquent maintenant pour les États-Unis, 500 000 vélos vendus l'année dernière, et pour l'Europe du Nord surtout. Tous les pays où des plans green font qu'on essaie de favoriser la mobilité en vélo. Et bon, par exemple en Californie, ils ont fait des gros efforts de ce point de vue-là, avec le Green Deal. Et du coup, c'est les Chinois qui fournissent ces belles machines. Enfin, ce ne sont pas les seuls, hein, le monde entier. Mais ils ont bien compris qu'il y avait du boulot. Et donc, ils inventent, ils améliorent. Et on voit des vélos sortir maintenant avec sans rayons et sans moyeu. Tu le crois, ça? Sans rayons, sans moyeu.
un trou, voilà, qui est tenu ici, là, un peu le vélo, une roue. Et alors on voit même mettre des sacs pour les sacs de bagages, ou que ça soit là, il est dans la roue. Bon, enfin, bon. J'ai vu des drones aussi qui fonctionnent comme les Dyson, les aspirateurs Dyson. Au lieu d'avoir des hélices, comme le mien, eh ben, ils ont des souffleries, j'ai pas compris comment ça marche, mais voilà, on va vers des pas supplémentaires en termes de développement technologique, et ce sont des pas de géants. Voilà, la Chine c'est un géant, et donc... Bon alors là, le vélo, bon, celui-là il est encore assez... Ouais. Mes lunettes sont trop chaudes. Pour continuer, il faut que je les laisse refroidir. On va continuer sans. Hein. C'est rigolo parce que j'ai écrit un livre sur l'habitat écologique où j'avais fait une partie un peu de fiction, où c'était un dialogue entre le futur directeur de la Mondial Build et qui parlait avec celui de la Mondial Food. Et donc ils parlaient du passé et ils évoquaient un moyen de transport qui avait disparu à force musculaire qui s'appelait la bicyclette. Et bah, à mon avis, je me suis trompé dans mon anticipation parce qu'il y a un bon retour de la bicyclette quand même. Hein. Et c'est vrai, quand j'en vois les avantages, bon. Et par exemple aussi la récupération d'énergie dans les descentes. Alors là, maintenant, on voit des vélos qui sortent avec des autonomies de 300 km hein, et plus. Du fait que, et là, c'est pas le cas, on récupère l'énergie dans les descentes. Et c'est vrai que si c'était le cas du mien, ça doublerait, enfin je pourrais faire 100-150 km sans problème, même avec 2 moteurs. C'est vrai que ça consomme plus de moteurs, hein, forcément, ça consomme 2 fois plus. Voilà, puis tous ces rendements sont en train de changer, il y a des innovations tout le temps, et on peut s'attendre à des vélos un peu différents. Ce qui pose une fois de plus, hein, je l'ai déjà dit, la question de la réglementation, parce que est-ce qu'on veut faire de la bicyclette, du vélo électrique, un moyen de transport commun, avec ce qu'on sait, hein, c'est-à-dire le peu d'énergie que ça peut consommer aux 100 km, ou bien non. Alors, on en reparlera. Ah oui, il y a quelque chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Une des raisons pour laquelle je voulais un vélo rapide et puissant, c'est pour pouvoir échapper aux chiens. Tout simplement, moi je me promène dans la campagne de ferme en ferme. Alors certes, si un chien arrive, j'ai tendance à freiner, à m'arrêter ou presque. Mais quelquefois on le voit partir là-bas et on se dit c'est bon quoi. Donc il va falloir faire demi-tour. Et ça m'est arrivé plus d'une fois et même de me retrouver à 3 mètres le chien derrière moi. Et là, croyez-moi, j'appuyais à fond sur les pédales, j'avais toutes les ressources, etc. pour y échapper. Et puis tout à l'heure, encore un chien, là, j'étais là... qui n'aimait pas mon vélo et qui m'a un peu coursé. Bon, je me suis arrêté, il y avait son propriétaire. Mais c'est quand même un risque que je ne veux pas subir. Parce que quand j'étais petit, j'ai été mordu plusieurs fois en faisant du vélo. Hein. J'étais cycliste jusqu'à 18 ans. Et j'ai de mauvais souvenirs. Donc c'était important aussi pour moi d'avoir un vélo nerveux qui file comme l'éclair. D'ailleurs, à ce sujet, il faudrait voir avec le législateur, parce que quand on dit qu'on n'a pas le droit d'assistance au-delà de 25 km à l'heure, bon ben, si un chien vous course, il vous rattrape. Hein. Alors que si on a l'assistance jusqu'à 40, 35 même, ben, je pense que là, on peut s'échapper de certains risques, certains dangers, en particulier les chiens. Mais aussi dans la circulation automobile, c'est bien plus fluide si on arrive à atteindre un peu plus de vitesse. Voilà, donc je le dis à nos chers députés, faites un tour dans la campagne avec un bon vélo et puis vous allez changer la loi, c'est sûr.